Bah, écoutez, voilà ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est que, si vous voulez bien, on passe la parole à Léo, Léo Lemoine, puisque je crois que c'est une toute autre approche que vous avez eue et par laquelle vous êtes entré dans le sujet, puisque vous, bien sûr, vous avez, je dirais, un peu une formation commune à celle qui est à celle de vos collègues qui interviennent ici et qui est aussi en ergonomie, mais vous venez, en fait, vous êtes, je crois, officiellement rattaché à la mission handicap, c'est ça, à l'intérieur des Vous pouvez nous en dire deux mots? Alors, en parlant assez fort, parce que micro, voilà. Pas de problème. J'espère que tout le monde entend bien, donc bonjour. Donc effectivement, c'est une approche un petit peu différente. Alors, la porte d'entrée est la même, puisque effectivement, l'idée de base, c'était de réfléchir en termes de moyens de prévention à l'origine sur toutes les problématiques qu'on pouvait avoir en termes de musculo-squelettique, gestes et postures, tout ce qui globalement va être lié à des ports de charge, à des postures contraignantes et ce genre de choses. Peut-être si tu peux mettre la diapo après s'il y a quelques petites images. Voilà. Bon, ça, ce sont des petites images sur le terrain qui sont même pas, je dirais, représentatives des conditions les plus complexes dans lesquelles on peut intervenir. Pour faire ça simple, je vais vous expliquer un petit peu les métiers chez nous. Chez LG Solutions et notamment dans la branche dans laquelle je suis rattaché, on fait de la maintenance d'installation dans les bâtiments et notamment tout ce qui est CVC, tout ce qui va être froid, tout ce qui va être électricité aussi. On intervient donc principalement chez les clients. Donc, on a déjà une première problématique, c'est qu'on n'a pas forcément la main sur tout ce qu'on pourrait faire en termes d'aménagement. Et surtout, on intervient dans des locaux techniques, donc préconçus et en général, sur ce type de locaux, la réflexion sur qui va poser l'installation, en partie maintenance, elle est rarement suffisante, pour ne pas dire proche de zéro. C'est-à-dire qu'on va avoir des conditions d'intervention, je prends par exemple des vies sanitaires, où c'est même impossible de pouvoir se tenir assis en étant droit. Vous travaillez dans des galeries techniques au-dessus de salles blanches, vous avez pareil, une hauteur sous plafond extrêmement basse, vous devez manipuler des charges de parfois plusieurs dizaines de kilos, dans des enchevêtrements de tuyaux, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure, ceux qui sont pour la table, on a un peu l'impression parfois de jouer à Twister sans le côté fun. Donc bref, on a des problématiques effectivement qui comme le disait Benjamin, on a des problématiques qui font qu'on n'a pas forcément la possibilité de mettre en place des moyens vraiment techniques ou organisationnels suffisants. Et je t'interromps 30 secondes là-dessus. À la fois, merci, les photos là sont bien représentatives, et en même temps, ça représente quelle part de personnel parce que j'imagine que quand même c'est le métier de base, donc ça doit être beaucoup de monde sur les effectifs. C'est ça, on va dire sur une boîte alors moi je vais prendre sur mon périmètre propre qui est à peu près 12 000 personnes, on va dire que ça doit représenter 7 à 8 000 personnes. Donc c'est plus que significatif là. Une grande partie des acteurs. Là représente, pour l'information, ces problématiques-là représentent un tiers des accidents de travail qu'on peut avoir chez nous. Effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement préjudiciable pour nos salariés et pour l'entreprise. Donc nous, le constat, c'est effectivement ça, et donc je me suis effectivement aussi penché sur la question des exosquelettes. Sauf que la problématique, chez nous, c'est qu'aussi on a une énorme variabilité en termes de tâches qui peuvent être réalisées dans la journée. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, la même personne peut réaliser ces quatre images-là, elle peut les faire dans la journée, plus en réaliser un certain nombre d'autres. On a notamment une partie de notre population qui est dite itinérante, donc qui va prendre son véhicule, qui va se balader de site en site. Alors, pour les régions très urbaines, par exemple, ça rajoute aussi les problématiques de passer beaucoup de temps dans les véhicules. Hein, je ne vais pas en parler, mais ça rajoute effectivement sur les contraintes physiques qu'on peut avoir. Parce que, juste pour bien préciser, finalement, le plus souvent, ce sont des interventions sur des sites clients ou autres que vous ne maîtrisez pas, sur lesquels vous êtes vraiment un prestataire externe qui a au mieux un peu d'influence, mais en gros, pas plus que ça. Il a une mission d'intervention, point. C'est ça, on va avoir un peu de variabilité en fonction des typologies de clients, évidemment, et de leur appétence aussi pour les sujets de sécurité et de prévention, mais globalement, effectivement, c'est comme ça. Donc nous, l'idée, c'était effectivement de pouvoir aussi trouver des solutions qui soient adaptées. Effectivement, comme il le disait, on est aussi dans des contraintes où les exosquelettes type monotâche ne fonctionnent pas. Donc nous, on est parti plutôt effectivement sur des dispositifs type Javel à ça. Pour des raisons qu'on expliquera peut-être après.
Ce qui fait que là où ça diffère un petit peu des autres, c'est que lorsqu'il a fallu aller toquer aux différentes portes pour notamment pouvoir mettre en place des tests et subventionner ces tests, la seule porte qui ne s'est pas fermée, c'est la porte de la mission handicap. Donc, travaillant effectivement en partie pour la mission handicap, on est allé à fond dans cette idée-là, et en fait, la mise en place du dispositif et je dirais les premiers résultats à chaud qu'on a pu avoir nous ont conforté dans l'idée que c'est une vraie piste en termes de maintien dans l'emploi, très très prometteuse, à la fois dans le maintien dans l'emploi, mais également dans la réinsertion de personnes qui ont subi des accidents nécessitant des arrêts de très longue durée, et avec lesquels on a des dispositifs qui leur permettent à la fois d'avoir des convalescences parfois plus courtes, surtout de retrouver, je dirais, entre guillemets, un niveau de capacité physique plus important que ce qu'on pourrait avoir, parce qu'en termes de suivi au niveau des entreprises, c'est très compliqué de savoir où en sont physiquement les salariés. Ça peut poser des problématiques en termes de capacité à pouvoir aménager les charges de travail, au-delà des restrictions de la médecine du travail. Donc effectivement, il y a aussi l'idée de se dire avec ce type de dispositif, on va aussi permettre aux salariés de revenir avec plus de confiance au travail, avec moins d'appréhension dans la réalisation de leur travail de tous les jours. Ouais. Juste pour, si je peux me permettre là, de commenter 30 secondes, je trouve que ce qui est intéressant là, c'est le terme que vous donnez tous, qui est de variabilité, c'est-à-dire qu'on a des trucs qui sont pas monotâches et qui sont variables avec, je dirais, quelques postures acrobatiques comme globalement celles qu'on voit. Donc ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose qui me frappe dans ce que tu dis là, c'est que finalement, il y a une espèce de, comment dire, de principe d'efficacité budgétaire qui rejoint complètement, ce qui est rare, hein, pour une fois, qui rejoint complètement le principe de la préservation de l'humain et particulièrement donc de populations qui sont d'un certain côté fragiles et qui peuvent être éloignés de l'emploi. On le sait, par exemple, c'est que quelqu'un qui est éloigné de l'emploi pour des raisons X ou Y, mais notamment que ce soit des accidents ou des TMS trop forts pendant plus de 6 mois, après, on n'arrive pas à enfin, toutes les stats de la CNAM et autres, c'est très très difficile de réactiver. Et donc là, c'est vraiment exemplaire, je dirais ça, cette façon de faire. Ouais. À travers notamment ce qu'on fait avec la mission handicap, on essaye aussi de mettre en lumière et d'alerter que d'un point de vue plus général, on est quand même sur une population qui est de plus en plus vieillissante. Oui. Alors certes, les nouveaux entrants ont plus accès à des moyens de prévention parce que il y a quand même eu des améliorations de ce côté-là, mais on a des populations qui, à partir d'un certain âge, ont déjà été soumises à de fortes contraintes, à de mesures relativement prononcées pour lesquelles, effectivement, il faut qu'on puisse anticiper, je dirais à long terme, les moyens qu'on peut mettre en place pour les préserver au mieux et faire en sorte qu'ils puissent aller le plus loin possible dans leurs activités. On a à travers ça, mais aussi mettre en lumière le fait qu'à travers ce type de dispositif, on a la capacité aussi à préserver, je dirais, la compétence interne chez nous. Effectivement, qu'on commence à perdre, on le sent en tout cas sur nos métiers, il y a une dégradation du niveau technique sur certaines spécialités des jeunes qui sortent de l'école. Donc on a un besoin impératif, justement pour des personnes qu'on aurait plutôt tendance à retirer du terrain pour justement des questions de restriction médicale notamment. De les laisser pour transmettre. Exactement. De faire en sorte d'avoir des personnes qu'on peut vraiment maintenir dans l'emploi et qui vont avoir la capacité à pouvoir transmettre leur savoir-faire technique, leur savoir technique aux plus jeunes. Voilà, donc on a vraiment de réels enjeux à travers cette démarche. Et le fait de pouvoir passer, je dirais, par la mission handicap nous permet effectivement de mettre ça de manière très prégnante en avant. C'est très exemplaire, je dirais, cette façon de rentrer dans des problématiques, je dirais, qui sont à la fois prospectives et sociétales finalement, qui sont celles à la fois du vieillissement et en même temps donc de l'adaptation de l'ensemble finalement des forces vives et qui peuvent s'affaiblir soit en compétences, soit en force physique, et d'utiliser ces types d'innovations pour ça. Merci Léo. Là-dessus, on va revenir plus tard. J'ai une question pour vous, peut-être pour tout à l'heure, mais c'est peut-être l'une des raisons pour lequel, par exemple, je ne sais pas si vous êtes en relation avec le Japon, par exemple, mais on voit de façon très importante les offreurs, enfin, je veux dire, les équipementiers, si on peut dire, d'exosquelettes japonais ne sont pas encore présents sur le marché en France et en Europe, mais on les voit
très fort, très fortement implanté et développé, y compris ce qui me semble pas encore être le cas chez nous, dans un autre univers qui n'est pas prévu ici, mais que peut-être on va approfondir un jour, qui est l'univers médical. Et j'irai des deux côtés, donc à la fois du côté des patients et des patients vieillissants, pour justement les entretenir et leur éviter de tomber là, et du côté des soignants et des aides-soignants. Merci à vous de ce côté-là.